Tchadiennes, Tchadiens, Africaines, Africains, amis européens, asiatiques, américains de l'Afrique des libertés. C'est un jour particulièrement triste, celui qui pour moi a commencé hier, quand sont tombées dans mes téléphones les nouvelles de l'assassinat de mon frère, de mon ami, de mon camarade, de notre compagnon de lutte bien-aimé, le président du Parti socialiste sans frontières du Tchad, Yaya Djilo Djero Béchi. Comme beaucoup de Tchadiennes et de Tchadiens, je n'ai pas pu accepter cette nouvelle dans les premières minutes où elle m'a été signalée, même si, il y a bien longtemps, je craignais pour la vie de notre frère. Mais si j'interviens ce soir, c'est d'abord pour le saluer, lui et ses compagnons, saluer la mémoire de sa mère, qui a été assassinée le même jour que lui, 3 ans plus tôt, le 28 février 2021, par le même régime des Déby, père et fils, auquel s'est désormais associé un succès Masra devenu échec Masra, qui lui-même a déjà réchappé plusieurs fois à des tentatives d'assassinat du même régime. Je voudrais, avant de m'appesantir sur les circonstances de l'assassinat de notre frère, camarade, ami, compagnon de lutte, panafricain du Tchad, bien-aimé, je voudrais dire l'admiration qu'il a inspirée et qu'il inspirera toujours dans le peuple tchadien, dans le peuple africain et parmi tous ceux qui le connaissaient. Yaya Djilo est un homme courageux. C'est un homme qui aime la justice. C'est un homme qui a vécu conformément à son idéal. Yaya Djilo est un homme qui ne s'est pas soumis au veau d'or de l'argent, de la gloire ou de l'avoir facile. Yaya Djilo, c'est un homme qui s'est efforcé d'incarner les meilleures valeurs de la civilisation au Tchad et dans notre Afrique aujourd'hui. À ce titre, il commence le voyage vers le monde de nos ancêtres angélisés. À ce titre, il fait partie des grands Africains du Tchad qui, comme les Ibni Oumar, le grand mathématicien assassiné, comme mon maître à Yaoundé, Adoum Mbaye Osso, grand psychopathologue tchadien qui me forma dans les années 90 à 93 à Yaoundé, comme les Outel Bono dont me parlait mon maître Mbaïso dans sa maison de Tinga, où je passais de longues journées en sa compagnie. Yaya Djilo entre dans la classe des grands Tchadiens de tous les temps. Il fait partie des tout grands. Le Tchad doit être heureux d'avoir eu un fils de cette valeur. Le Tchad doit être fier de Yaya Djilo. Les avenues, les boulevards, les hôpitaux, les écoles, les lycées, les universités, les grands monuments du Tchad qui va naître sur les ruines de Mahamat Kaka et de son acolyte criminel, Échec Masra, ce Tchad célébrera, je vous le dis, il célébrera Yaya Djilo avec tous les autres grands Tchadiens de tous les temps, depuis Toumaï, l'ancêtre paléontologique, jusqu'à lui, le Tchad a connu des grands hommes, au sens de la noblesse morale, au sens de la noblesse de l'esprit, au sens du courage sacrificiel de la lutte pour la justice. Yaya Djilo, que nous pleurons aujourd'hui, nous devons également nous réjouir pour lui.
Il a vécu la vie à laquelle il aspirait, une vie au combat pour ses valeurs, une vie digne. Il a vécu digne, il meurt digne. Et je voudrais lui dire que nous qui lui survivons, parce que c'est la volonté du Tout-Puissant, nous continuerons de nous inspirer de lui et de transmettre son exemple et son modèle à des millions de Tchadiens et de Tchadiennes, à des millions d'Africains et d'Africaines, de telle façon que germeront au Tchad des millions de Yaya Djilo, germeront en Afrique des millions de Yaya Djilo, germeront dans le grand monde africain des millions de Yaya Djilo dont il sera fier en les regardant du haut de sa nouvelle vie spirituelle, parmi les ancêtres méritants, admis dans le statut angélique et dans la proximité la plus consciente des divinités. Il n'est pas parti seul. Sa mère bien-aimée avait été assassinée le 28 février 2021. Elle avait été assassinée par des gens qui voulaient le tuer, lui Yaya. Sa mère s'était offerte en sacrifice pour que son fils vive. Yaya Djilo est un membre de la famille élargie des Déby. Sa mère était une tante des Déby. La tragédie à laquelle nous assistons actuellement au Tchad est une tragédie d'une absurdité et d'un non-sens absolu. Puisque c'est la même famille, c'est une seule et même famille, un seul et même clan. Le clan Déby des Arawa, avec ses embranchements Goran, qui est en train de se massacrer. Ce à quoi nous assistons, c'est à une tragédie successorale dans un pays qui prétend être une république, mais qui en réalité fonctionne comme une monarchie archaïque. C'est parce qu'il a refusé de se soumettre à ces liens du sang, de la tribu, que Yaya Djilo était capable de défendre Succès Masra, qui est du sud du Tchad. Quand Idriss Déby, quand Mohamed Kaka Déby a tenté à la vie de Masra, Yaya Djilo, qui est de la grande famille Zarawa des Déby, Yaya Djilo s'est dressé contre ses oncles pour leur dire « Masra est un Tchadien, Masra est un homme. Je condamne les tentatives d'assassinat contre lui. Nous voulons d'un Tchad où, peu importe votre appartenance ethnique, vous aurez les mêmes droits que toutes les autres Tchadiennes et tous les autres Tchadiens. » Yaya Djilo était très grand de ce point de vue, car il se battait pour protéger même ses pires ennemis. Je pense d'abord à lui, avant d'entrer dans la réflexion sur les conditions de son assassinat. Avant de montrer les conséquences de cet assassinat. Les conséquences probables et même certaines. Je veux qu'ensemble nous ayons une pensée, pas simplement pieuse, mais une pensée heureuse pour Yaya Djilo. Que nous méditions positivement son exemple, sa valeur de citoyen, sa valeur d'homme. Il était capable de défendre ceux-là même qui, aujourd'hui même, et hier, à peine a-t-il été tué, ont craché sur son cadavre. Yaya Djilo était capable de défendre des Tchadiens de toute extraction. Il était capable d'accepter, à l'intérieur de la direction de son parti politique, un général issu de la famille des Déby, histoire de leur montrer qu'il ne faisait pas la politique contre une famille, mais pour le Tchad. Il ne faisait pas la politique uniquement pour le Tchad. Son parti s'appelle le Parti Socialiste Sans Frontières. Il faisait de la politique pour les Africains. Il faisait la politique pour les humains. Djilo était un panafricaniste, c'était un humaniste, c'était un homme détaché des contingences. C'était un homme qui n'était pas dépendant des circonstances. Ses valeurs s'affirmaient dans toutes les conditions. Nous devons chérir la mémoire de ce monsieur. Nous devons aimer ce frère. Quelle que soit la douleur dans laquelle
il nous quitte et dans laquelle il nous laisse, il nous faut avoir la dimension nécessaire pour l'introduire dans la case sacrée des grands héros africains. Cette case dans laquelle les Lumumba sont assis, les Oumniobe sont assis, les Boganda sont assis, les Tombalbaï sont assis. Cette case dans laquelle sont assis les Ibn Oumar, cette case dans laquelle sont assis les Mbaïso Adoum, cette case dans laquelle sont assis les grands Tchadiens de tous les temps, les Moumié Félix, les Sankara Thomas, cette case dans laquelle sont assis les Sékou Touré, cette case dans laquelle sont assis les Mandela, les Sam Nujoma, les Agustin Honeto, cette case dans laquelle sont assis les Pierre Moulele, les Kimbangu, Matsua. Nous devons voir Yaya Dilo à cet instant précis entrant progressivement dans la case sacrée des grands Africains. Et c'est cela qui doit marquer notre âme. L'espérance qu'il incarne, la preuve qu'il est possible d'être africain et de ne pas se soumettre à la méchanceté des dictateurs et à la méchanceté absolue du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Yaya Dilo fait partie de ces hommes qui nous permettent de ne pas perdre espoir en l'homme. Quand j'ai pensé à ce que j'allais dire ce soir, j'ai dit non, je vais d'abord commencer par magnifier le héros. Parce que nous avons la mauvaise habitude, parfois, de commencer par nous apitoyer sur le mal qui nous a été fait, sans voir le gain moral, spirituel et historique, même d'une tragédie. Je commence par le gain. Pour vous dire, nous allons pleurer d'un œil, mais nous nous réjouissons de l'autre. Nous allons gémir d'un œil, mais nous allons espérer de l'autre. Car l'homme dont nous parlons ce soir et ses compagnons sont de grands Africains. Et tout notre combat prend du sens parce qu'il y a des hommes comme Yaya Dilo. Maintenant, dans une deuxième partie de mon propos, j'aimerais m'intéresser à la prétention du régime Déby de nous tromper sur les circonstances de la mort de l'homme. À l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la communication qui va à la vitesse de la lumière, il n'est plus possible aux dictatures de nous enfumer. Il n'est plus possible à la France-Afrique de faire croire aux Africains tout et n'importe quoi. Car l'information informelle va plus vite que l'information officielle. L'information directe entre les citoyens va plus vite que l'information de ce qu'on appelle les médias mainstream. Et vous avez la preuve de cela dans le récit que je m'en vais vous faire des circonstances de l'assassinat de notre frère, de notre camarade, de notre ami, de notre héros et de notre ancêtre angélisé, Yaya Dilo Djerou Bétchi. À partir du lundi 26, un proche camarade de Yaya Dilo avait été traqué et finalement il a été abattu par les hommes de l'Agence nationale de sécurité du Tchad. Une véritable milice criminelle qui perpètre depuis plus de 30 ans sous les Déby les pires crimes. Cet homme avait été tué. Et ces tueurs de l'Agence nationale de sécurité avaient décidé de cacher son corps à sa famille. Malheureusement, le meurtre a été commis en présence de plusieurs membres de la famille qui ont pris en chasse les tueurs. Ils les ont poursuivis d'abord à l'hôpital où ils ont voulu planquer le corps avant de se barrer. Quand ils ont vu que la famille, les enfants de la famille, parmi lesquels des écoliers les poursuivaient, ils ont pris le corps et se sont précipités avec le corps au siège de l'Agence nationale de sécurité du Tchad. La famille les y a suivis en réclamant que le corps de leur fils assassiné leur soit remis. C'est pendant que la famille, sans armes,
sans le moindre tir, était en train de revendiquer la remise du corps, que M. Kaka Déby a fait venir sa nouvelle police d'intervention rapide ou brigade d'intervention rapide, son nouveau BIR à lui, calqué sur le modèle des BIR de tous les grands dictateurs. Et cette force d'intervention rapide est venue faire feu sur les civils qui revendiquaient le corps. Tirer sur la famille, eh bien, d'Abakar, qui avait été tué. Et la famille qui venait demander le corps va se retrouver avec 3 morts et plusieurs blessés graves sur le champ. Certains vont être transportés à l'hôpital, d'autres vont mourir sur le champ. C'est alors là que, acte 3, Mahamat Kaka Déby se dit, je vais faire d'une pierre deux coups. Puisque celui que je viens de tuer, et dont la famille revendique le corps, est un membre du Parti Socialiste Sans Frontières, j'en profite pour donner l'assaut sur le Parti Socialiste Sans Frontières et tuer Yaya Djilo. Voilà comment la troupe de Mahamat Kaka et de Masra Echek est allée encercler l'homme politique Yaya Djilo à l'intérieur du siège de son parti, le Parti Socialiste Sans Frontières en N'Djamena. Et ils ont commencé à matraquer la résidence de Tyr. Ils ont agoni la résidence de Tyr. Maintenant, il est important que vous sachiez que Yaya Djilo, ayant compris qu'on essayait de le faire passer pour quelqu'un qui aurait éventuellement tenté quelque chose comme un coup d'État. Mais si c'était un coup d'État qu'il tentait, quel intérêt a-t-il pour faire prendre le pouvoir, aller attaquer l'Agence nationale de renseignement et pas la présidence? Quel intérêt Yaya Djilo aurait-il d'envoyer des enfants à l'Agence nationale de renseignement revendiquer un corps s'il possède des militaires pour aller tuer tous ceux qui possèdent le corps et le libérer? C'est tellement ridicule. Ils ont encerclé Yaya Djilo et ses derniers compagnons dans le siège du parti, ont couvert le siège du parti de coups de feu. Les coups de feu qu'on entendait toute la journée dans N'Djamena étaient essentiellement le fait des forces de Déby. Et pendant qu'il était encerclé, Yaya Djilo Beshi a eu la présence d'esprit de poster avant qu'Internet ne soit coupé, avant que les réseaux de téléphonie ne soient coupés, un message que vous allez tous entendre maintenant. Un message qui a été heureusement reproduit sur le site Tchad One et qui est en fait le testament de Yaya Djilo Beshi avant sa mort. Nous allons lui donner la parole afin que lui-même témoigne des circonstances dans lesquelles il devait être tué quelques minutes plus tard après avoir posté ce message. Mesdames et messieurs, vous assistez là à un moment d'histoire terrible où celui qui va être tué nous annonce: je suis encerclé, ils sont venus me tuer, comme ils ont tué hier mon compagnon Abakar, et comme ils ont tué il y a 3 ans ma mère et plusieurs personnes chez moi. Idriss Déby, Kaka, et son homme de main succès, Masra alias Echek, veulent faire d'une fausse pierre 2 coups. Ils veulent profiter de la confusion qu'ils ont semée dans les esprits à propos des événements de l'ANR, Agence nationale de renseignement. Ils veulent en profiter pour m'éliminer. Il va nous le dire, et il faut que vous écoutiez calmement les 6 minutes que j'ai pu retrouver. Grâce à nos amis tchadiens, ces 6 minutes me sont parvenues et vous entendrez donc, Yaya Djilo en personne vous donner le témoignage de ce qui lui est arrivé. Bonjour, monsieur compatriote, chers militants du PSF. Compte tenu des événements depuis hier soir, je voudrais préciser les détails. Contrairement aux allégations mensongères de la gente, hier soir aux alentours de 21h, et on entend les tirs. Notre camarade et frère Abakar Tourabi a été abattu et le corps a été ramassé par les agents de l'ANES bien identifiés. Et, Agence nationale de sécurité. Dans leur course, parce que les parents se sont entassés
quand ils ont essayé d'amener les corps, je ne sais pas, à l'hôpital, à la mort, et ils ont tout de suite retiré les corps, ils ont pris la tangente. Et ensuite, les gens, les poursuivants, ils sont entrés dans la direction générale de l'ANES. Agence. Ainsi que tous, des écoliers, de jeunes parents, etc. Et tous, c'est des civils. Et ils étaient devant la porte pour demander pourquoi on ne leur restitue pas les corps. C'est ainsi que le DG a envoyé quelqu'un pour les endormir en fait, pour dire qu'il désigne d'eux. Écoutez bien. Pour aller leur montrer, le corps n'est pas ici. Et ensuite, pendant qu'ils attendaient cela, que des forces ont débarqué, les forces rapides, d'intervention rapide qui viennent d'être créées, ont débarqué, ils ont tiré à bout portant sur l'ensemble de ces gens-là, et ils ont tué 3 écoliers, je précise bien, 3 écoliers. Ce sont mes cousins, ils ont blessé une vingtaine de personnes, et arrêtés, toutes les personnes blessées ont été arrêtées, les plus graves ont été évacués à l'hôpital. Et parmi eux se trouvent 4 gravement blessés. C'est ça la réalité. Maintenant, leur histoire de mise en scène par rapport à la Cour suprême, qui, rappelez-vous, il y a une semaine, s'est tiré une balle dans sa voiture, garée dans sa maison, protégée par ses gardes-corps, et ensuite, il est parti saccager un de ses bureaux, et ensuite, rappelons-nous, la Cour suprême est protégée par au moins 3 compagnies de la gendarmerie. Personne n'est entré pour aller saccager quoi que ce soit. Et c'est cette mise en scène-là qu'ils ont voulu, comme ils veulent assassiner Abakar, et pour nous effrayer, pour nous freiner dans notre dynamique. Et ils ont voulu juste faire un rapprochement entre ces cas, cette mise en scène-là, et son assassinat. Et donc, on entend les tirs. Comme quoi, eux-mêmes, ils ont tué des jeunes, et comme quoi ils cherchent des auteurs, etc. Depuis le matin, nous avons passé la nuit blanche ici au siège du parti. Ils nous ont encerclés. En même temps que Abdelrahman Koulamal a balancé un communiqué mensonger, des militaires Koulamala, le porte-parole du gouvernement, présentement a encerclé les sièges du PCF. Donc voilà, c'est ça la réalité. Maintenant, on a vu à la personne à ma personne, puisque rappelons-nous, c'est la date anniversaire du 28 février 2021 où ils ont fait la même chose chez moi, et nous avons joué à la naïveté. Nous avons certainement joué à la naïveté en parlant des pardons, etc. Et c'est ça qui les a motivés. Ils viennent d'enterrer plus de 500 personnes le 20 octobre 2022. On vient de les pardonner dans une sorte d'amnistie. Et donc, ces gens-là, ils ont la carte blanche de tuer. Et ils viennent nous tuer. C'est ça la réalité. Vous écoutez? Et il n'y a aucune connotation entre la mise en scène de Samir, qui est un repris de justice. Rappelons-le, c'est un repris de justice qui fait tous les mal de ce pays-là. Et grâce à cette mise en scène-là, on va tuer des jeunes, on va blesser des vingtaines de jeunes. Et je crois que c'est ridicule comme mensonge. Et c'est ridicule, mes chers compatriotes, comprenez par là. On a déclenché en même temps, poussé Dynamo à agir pour nous perturber. En même temps, ils ont procédé à la mise en scène de Samir. Et ensuite, venir assassiner un de nos les plus engagés parmi nous. Et rappelons-nous, Abakar Tourabi est très virulent dans les réseaux sociaux, surtout le groupe WhatsApp communautaire. Et le régime a tenté une fois, il y a 5 mois, et il a été convoqué à la direction générale des renseignements généraux de la police. Et c'est grâce à notre intervention qu'ils ont nié de l'avoir, puisqu'ils voulaient le kidnapper. On a évité de passer juste à la direction comme ça, sans convocation. Et c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai appelé le DG de renseignements généraux. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à dire non, c'est une plainte des parents, etc. Comme il parle sur les réseaux sociaux, ce sont les parents qui ont voulu qu'on les garde ici. Et donc, il s'est éclipsé. Donc, la tentative de l'assassiner existe bel et bien avant même cette mise en scène. Donc, ils ont tout fait pour raccorder, pour rapprocher ces deux cas. Voilà. Donc, la vidéo se coupe à ce moment-là, précisément, parce que, entre-temps,
le siège du parti Sans Frontières est encerclé et ils vont assassiner quelques instants après Yaya Dillo. Moi, j'ai vu les images du corps de Yaya Dillo. Et les images prouvent, j'ai pas besoin d'être médecin légiste pour être certain qu'il a été assassiné. Sa tempe a un trou qui indique qu'on lui a littéralement collé une arme à la tête avant de tirer. Il a été abattu à bout portant par quelqu'un qui lui a collé une arme à la tempe, à la tête, pour le tuer. J'ai vu les images. Je ne peux pas me permettre de vous les montrer ici. Vous savez comment les réseaux sociaux sont maintenant normés et contrôlés par les puissances néocolonialistes. Je ne veux pas leur donner des raisons faciles de m'empêcher de communiquer, mais j'ai les images. J'ai la photo du corps de Yaya Dillo. Et sa photo dénonce clairement l'assassinat. Il y a un trou sur la tempe. Et vous voyez bien que c'est un trou caractéristique d'un endroit où on a collé une arme pour tirer. Voilà comment ils l'ont tué. Il n'a pas été tué pendant les combats. S'il avait été tué pendant les combats, son corps ne présenterait pas la caractéristique d'un tir, arme collée à la tempe. Quelqu'un qui meurt au combat est atteint de loin par un tir. Il n'a pas été atteint de loin. Ils l'ont pris, ils lui ont collé une arme à la tempe et ils l'ont abattu. Voilà ce que les hommes de Kaka et de Masra ont fait. Les hommes de Kaka, Déby et de Masra ont abattu froidement, en lui collant une arme à la tempe, notre frère bien-aimé, Yaya Dillo Djerou Béthié. Maintenant, soyons un peu attentifs à la mise en scène que le régime mensonger et démoniaque de Déby et de Masra ont voulu nous présenter. D'abord, prenons le cas Déby. Bon, Mahamat Kaka Déby n'a pas besoin de se défendre par rapport aux assassinats. C'est un assassin naturel. Il a hérité de ce réflexe de son père. Le régime de son père était un régime d'assassins. Son père lui-même le dit, à un moment donné de sa vie, « Je ne parviens plus à dormir. Parce que quand je dors, je vois les morts. Toute ma vie, j'ai passé toute ma vie dans la guerre. La guerre. Je ne suis pas un homme heureux. » Vous retrouverez une vidéo de moi, une semaine avant la mort de Idriss Déby Itno, dans laquelle je lui disais de ne pas rentrer au Tchad. Elle date d'avril, avril 2021, vers le 10 avril. Elle est disponible en mode comique. Je dis dans cette vidéo à Idriss Déby Itno qui était en visite à Brazzaville au Congo, je lui conseille de ne pas rentrer. Et je dis en mode comique, ne rentre pas, bon, je fais comme si j'étais lui. Si je rentre, on va me tuer. Et par la suite, en conclusion de la vidéo, en mode sérieux, je lui dis que parce qu'il a eu le courage de commencer à dénoncer un certain nombre de choses que le néocolonialisme français a faites contre les Africains, le conseil que je lui donne, c'est de ne plus aller en N'Djamena. De ne plus rentrer, de laisser le pouvoir. Parce que s'il rentre, il va se faire tuer. La vidéo existe, hein, une semaine avant. Et je crois que les Tchadiens qui m'écoutaient d'une oreille distraite ont commencé à me prendre au sérieux après cet épisode. Les Tchadiens ne m'écoutaient pas. Je pouvais parler du Tchad, les Tchadiens se fichaient pas mal. C'est quand, une semaine avant l'assassinat de Déby, je suis sorti pour dire, dites à Idriss Déby que Nyamsi ou Cameroun, ou Tchad, ou Afrique, lui conseille de ne plus rentrer au Tchad. S'il rentre au Tchad, il sera tué. Dites-le lui. C'est ce que je dis dans la vidéo. Mes amis sont là, les gens qui me suivent depuis au moins 2020. Parce que moi, j'étais sur Facebook à partir de 2003. Hein. YouTube, Facebook, là, 2003, 2004, 2005. Hein. Twitter, 2011. Hein. Donc, en 2021, j'étais intervenu pour dire à Idriss Déby que selon mes analyses, tous les voyants étaient au rouge et que son assassinat politique était probable. Que ça n'allait pas tarder et que, puisqu'il était en visite chez Sassou Nguesso au Congo, c'était préférable pour lui de venir s'asseoir en France que de retourner exercer le pouvoir.
Bon, il n'a pas écouté, à supposer d'ailleurs que mon message lui soit parvenu. Il n'a pas écouté, je suis sûr que je ne suis pas la seule voix qui lui ait dit cela. Il est retourné, il a été tué. Bon. Donc, prenons d'abord le cas de Mahamat Kaka. Mahamat Kaka ne peut pas se défendre. Il a massacré plus de 500 personnes en 2022. En 2021, pour accéder au pouvoir, il en a massacré environ 200. Puis il a été intronisé par le président français et son acolyte Tshisekedi Félix, en N'Djamena. Les 21, 22 avril 2021. Tout le monde a les images, n'est-ce pas? Ce boucher de N'Djamena a été installé par le président Macron. Et c'est devenu depuis lors un crime de le dire en France. Aujourd'hui, on menace Kémy Séba de déchéance de nationalité parce qu'il critique la politique africaine de la France. Mais nos critiques de la politique africaine de la France sont des critiques factuelles. Elles sont basées sur des faits. Le bourreau de N'Djamena a été installé et adoubé par le président Macron en personne. C'est un fait. J'en possède la date, j'en possède les images et j'en possède les discours. Comment peut-on, devant un docteur de l'université, faire valoir qu'il est en train d'entretenir le sentiment anti-français quand il rappelle un fait? Un fait. Un directeur d'administration vient d'écrire un courrier infamant à notre jeune frère bien-aimé, le combattant Kémy Séba, disant qu'il a l'intention d'ouvrir une procédure judiciaire pour le déchoir de la nationalité française. Il faut rappeler que Kémy Séba est né en France de parents français d'origine béninoise. Vous voyez le précédent qui commence là? Vous voyez l'aveu de l'administration, un aveu d'un racisme, d'une discrimination envers les Noirs et les Arabes de France. Vous voyez comment ce régime est en train de déchirer, déchiqueter ce qui restait de la France. Et ils veulent qu'on se taise, comme si nous ne savions pas que derrière Kémy Séba, ce sont tous les Africains français, qui plus est ceux qui exercent leur liberté d'expression et leur liberté de penser comme moi qui sont visés. Nous parlerons amplement de ce sujet. Mais d'ores et déjà, j'appelle toutes les Africaines et tous les Africains français à protester sur les réseaux sociaux contre la discrimination dont est victime notre frère, bien-aimé Kémy Séba. Parce que cette discrimination, elle nous vise tous et elle vise nos enfants. Cette discrimination est une humiliation des citoyens français d'origine africaine. Madame Le Pen, la leader du Rassemblement national, a été accusée au Parlement français par le Premier ministre Attal d'être à la tête des troupes russes qui ont envahi la France. Mais personne n'envisage de déchoir Madame Le Pen de sa nationalité française. Le président du parti de Madame Le Pen, M. Bardella, dont les ascendants sont algériens et italiens, Bardella a dit publiquement au salon de l'agriculture que le président Macron était un schizophrène, un paranoïaque, et que son état de santé mentale est inquiétant pour sa fonction. Personne ne se propose d'enlever la nationalité française à Bardella. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, qui a un père hongrois et une mère française d'ascendance juive d'Israël. Sarkozy a dit que l'Europe est le continent le plus barbare de l'histoire de l'humanité. Personne n'envisage d'enlever à Sarkozy sa nationalité française pour qu'il redevienne hongrois comme son père. Vous voyez? Mélenchon critique la politique étrangère de la France. Mélenchon a une partie de ses racines qui sont espagnoles et même marocaines. Personne n'a envisagé d'enlever la nationalité française à Mélenchon, de le déchoir parce qu'il critique la politique africaine de la France. Vous voyez ça? Donc quand nous disons que le régime de N'Djamena, qui vient d'assassiner Yaya Dilo, est un régime qui est soutenu par le régime au pouvoir en France, nous rapportons un fait scientifique. C'est un fait. Et c'est un fait grave. On ne peut pas prétendre être un pays de démocratie, être la patrie des droits de l'homme,
et cautionner et installer et introniser un régime comme celui qui vient d'assassiner Yaya Djilo et des membres de sa famille et qui a assassiné la maman de Yaya Djilo l'année passée, il y a 3 ans. Voilà la contradiction et j'invite les Africaines et les Africains de France maintenant à s'assumer comme êtres humains. Si nous reculons, nous allons léguer une situation catastrophique à nos enfants. Dans ce pays et en Europe, où beaucoup vivent et où beaucoup vivront. Il ne faut pas leur laisser une condition d'esclave. Comme un seul homme, les Africains de France, les Africains d'Afrique, les Français non africains, les Européens non africains, épris de vérité et de justice, nous devons nous lever comme un seul homme pour protester. Non pas parce que Kémy Séba aurait besoin de la nationalité française pour vivre, non. Mais parce que c'est un précédent majeur qui se prépare, avec des conséquences inouïes, comparables à la prétention de déclencher une guerre nucléaire contre la Russie, qui a été émise par le président Macron. Parce que Marine Le Pen a été traitée de commandante des troupes russes en France pour avoir dit qu'il ne faut pas aller faire la guerre contre la Russie, parce que c'est une puissance nucléaire supérieure à la France. Et que s'il y a une guerre qui éclate contre la Russie, mais nous allons perdre nos familles, nos enfants et nos vies pour un président qui joue au fou. Une députée française a dit que c'est une folie et que le président était fou. J'ai lu une députée française qui a dit, elle est blanche, elle a dit que le président Macron doit arrêter de consommer des psychotropes. Elle l'a dit. J'ai la vidéo. Personne ne pense à déchoir la députée de sa nationalité française parce qu'elle est blanche. Un Africain qui dit ça, on se met à réfléchir à comment le déchoir. Écoutez, ce dossier, on y reviendra. Mais je l'évoque là pour montrer que la barbarie qui a lieu en N'Djamena ne serait pas possible sans la caution de la France. La puissance militaire la plus importante sur le sol tchadien, c'est l'armée française. Yaya Djilo a été massacré sous les yeux de l'armée française, qui n'a rien dit, qui n'a rien fait. Sa mère a été massacrée en 2021 sous les yeux de la même armée, qui n'a rien dit et qui n'a rien fait. 250 Tchadiens ont été massacrés en 2021 sous les yeux de la même armée. Et en 2022, pareil. Ça fait des centaines de morts, rien que sous le régime Déby II. Tout cela a été fait en présence des forces françaises. Et avec l'influence diplomatique française protégeant le régime tchadien de toute vexation internationale. Dire cela, ce n'est pas semer la haine, c'est servir la vérité et la justice. Et je conjure les Africaines et les Africains qui m'écoutent sur les réseaux sociaux. Nous devons nous assumer. Arrêtons de raser les murs. Ça ne sauve pas. La peur ne sauve personne. Ce que le président Laurent Gbagbo a appelé le syndrome du village A, du village B et du village C. Quand on attaque le village A, le village B dit « Ah, c'est pas nous ». Ensuite, on attaque le village B. Là, le village C dit « Ah, c'est juste le village A et le village B ». Ensuite, on attaque le village C. Là, le village D dit « Oh là là, nous, on est chanceux ». C'est le village A, le village B et le village C. Et puis, à un moment donné, on prend tous les villages de A jusqu'à Z. Il ne faut plus que ça arrive aux Africains. Ni en France, ni en Europe, ni en Amérique, ni en Asie, ni en Afrique. Il faut que nous tournions la page de la politique de la peur. Car elle ne nous a pas sauvés. Bon. Je reviens sur le récit. Donc, commençons par inculper sans difficulté Mahamat Kaka Déby. On n'a pas besoin d'avoir une formation judiciaire spécialisée pour savoir que Mahamat Kaka Déby est auteur de crimes contre l'humanité au Tchad. Qu'il est responsable d'actes de barbarie incontestables. On prend seulement la séquence qui va de 2021 à son arrivée au pouvoir jusqu'à maintenant. C'est le plus grand barbare du Tchad contemporain. Le plus grand barbare vivant actuellement au Tchad, c'est Mahamat Kaka Déby. Ça, c'est une information scientifique. Mais il y a un personnage nouveau qui a fait son irruption dans la scène. C'est le nouveau premier ministre de Mahamat Kaka Déby, que nous avons utilement nommé Échec Masra. Certains Tchadiens et certains Tchadiens m'en ont voulu d'avoir dénoncé l'imposture et la trahison de Masra, estimant que Succès Masra, que je devais surnommer Échec, faisait preuve d'une intelligence vertigineuse et que moi, Niamsi, je n'avais pas compris la subtilité de Masra,
que Masra voulait transformer le régime de l'intérieur. Mais voyons ce que Masra a fait. Quand Masra a appris que Mohamed Kaka Déby était en train de tuer Yaya Dillo et ses compagnons, que le siège du Parti Socialiste Sans Frontières était mitraillé, canardé par l'armée. Voyons ce qu'il a écrit. Je vous amène tout de suite sur ma page Facebook parce que j'ai eu le temps de documenter sa première déclaration. Là où vous voyez que succès Masra est vraiment échec Masra, c'est-à-dire un individu de forme humaine, mais de réalité diabolique, tel qu'il a été décrit par son patron actuel d'ailleurs. D'accord? Qu'est-ce que Masra nous a sorti comme théorie? Il apprend qu'il sait déjà qu'on a tué Yaya Dillo. Il sait qu'on a tué la veille à Bakar. Il est au courant de tout. D'ailleurs, le porte-parole de son gouvernement s'en va tout de suite disculper le gouvernement et accuser les victimes. N'est-ce pas? Et lui, Masra, qu'est-ce qu'il sort pour dire? J'ai sa déclaration exacte. J'ai une capture d'écran de la déclaration exacte de Masra. Et là, vous allez voir qui a le soutien inconditionnel de Masra. Puisque vous savez que c'est Mohamed Kaka qui a tué Dillo, n'est-ce pas? Vous savez que c'est Mohamed Kaka qui a tué Abakar. C'est lui qui a tué les jeunes gens qui voulaient demander le corps de leur oncle, de leur cousin. Masra sort aussitôt et voici ce qu'il dit. Voici ce que Masra dit. J'ai aussitôt publié la capture d'écran de la déclaration de Masra. Voilà. Masra dit, dans ces moments malheureux et douloureux qui mettent à mal notre paix et la cohésion nationale, je tiens à m'incliner devant toutes les morts, car leur sang est le sang tchadien qui coule, et exprimer mon soutien total et inconditionnel au chef de l'État, nos forces de défense et de sécurité et nos institutions républicaines, et inviter chacun à aller puiser au fond de lui-même la lumière pour apaiser et illuminer, méfiez-vous des lumières de Masra, et illuminer le difficile chemin que nous empruntons pour bâtir un Tchad de justice et d'égalité, un Tchad réconcilié, un Tchad pour tous avec tous. Que Dieu apaise les cœurs et nous aide à identifier ensemble les lumières d'avenir. MS, Masra succès. Je vous lis le morceau de phrase qui est important. Masra sait que Mohamed Kaka Déby a tué Dillo. Il sait que Mohamed Kaka Déby a tué Abakar. Il sait que Mohamed Kaka Déby a tué les militants du Parti Socialiste Sans Frontières. Le morceau de phrase qui nous intéresse ici est le suivant. Je tiens à exprimer mon soutien total et inconditionnel au chef de l'État, à nos forces de défense et de sécurité. Voilà le morceau de phrase de Judas Masra. Qui Masra soutient-il? Il soutient l'assassin. Il prend le parti de Mohamed Kaka qui a tué Dillo. Et ensuite, il veut enfumer les Tchadiens avec des phrases qui donnent l'impression qu'il pleure tout le monde. Il fait semblant de pleurer tout le monde, mais il soutient celui qui fait pleurer tout le monde. Il fait semblant de pleurer Dillo, mais il donne son soutien inconditionnel à celui qui a logé une balle dans la tête de Dillo. Voilà celui qui fait office de Premier ministre à Mohamed Kaka Déby, c'est-à-dire un démon de très bonne qualité, qui peut tout à fait bien travailler avec le diablotin Mohamed Kaka. C'est une association de diablotins et de démons qui est à la tête du Tchad aujourd'hui. Voilà la première déclaration de Masra. Et comme il se rend compte qu'au Tchad, il y a quand même des gens qui peuvent lire, et que toute l'Afrique est au courant de sa complicité de crimes contre notre frère, ami, notre compatriote, notre sang, Yaya Dillo, Masra, qui ne connaît pas la honte, qui est né avant la honte, Masra va ressortir une nouvelle déclaration aujourd'hui. Il va revenir à la charge et il va faire pire. Voici ce qu'il va dire. Voici ce qu'il va dire. Il va sortir, je ne sais d'où, d'un sommeil dogmatique, et il va publier quoi? Il va publier un message de condoléances qui est la forme suprême du mépris. Qu'est-ce qu'il dit dans son message de condoléances que j'ai appelé un message d'hypocrisie satanique? Bon. Mais triste condoléances à la famille biologique et politique de Yaya Dillo, dont nous apprenons à l'instant
Il y a 6 heures de temps, hein. Il fait semblant d'avoir appris à l'instant. Moi, je suis en Normandie. Je sais depuis hier soir que Yaya Dilo a été assassiné. Lui, il y a 6 heures de temps qu'il le sait. Il est quelle heure là? Il est 19 heures en France. Il prétend qu'il a su que Yaya Dilo a été assassiné à 13 heures. Vous voyez comment cet homme-là est diabolique. J'ai pitié des soi-disant derniers transformateurs, transformatrices qui marchent avec ce démon. Vous voyez comment c'est d'abord il ment sur l'heure. Donc nous apprenons à l'instant, la confirmation de son décès. Parmi les victimes des événements malheureux de ces 2 derniers jours. Finalement, ce sont des événements malheureux qui ont tué Dilo. Ce n'est pas Kaka. Dilo est une victime des événements malheureux. Puisque, la veille, monsieur a publié un communiqué pour donner son soutien inconditionnel au tueur, à l'assassin, Mahamat Kaka. Le lendemain, monsieur revient, cette fois-ci, faire des condoléances en floutant le nom de l'assassin. Et en accusant des événements malheureux de ces derniers jours. Depuis quand vous avez vu des événements qui tirent un coup de revolver à même la tête de quelqu'un? Depuis quand vous avez vu les événements qui tuent 3 écoliers en tirant à bout portant? Vous avez déjà vu un événement qui passe comme ça? Depuis quand vous avez vu un événement qui se lève, vient tuer une femme âgée, comme la maman de Yaya Dilo, assassinée le 28 février 2021 dans la résidence de son fils? C'est quel événement qui vient tuer les gens comme ça? Donc, le comportement de Masra est un comportement beaucoup plus indigne que celui de Kaka. Kaka est un tueur sans complexe. Mahamat Kaka est un tueur décomplexé. Il tue et il ne s'en cache pas. Il tue et il le fait savoir. Ses ordres ont été clairs. Il a demandé de tuer Abakar a été tué. Il a demandé de tuer Dilo a été tué. Mahamat, lui, il a atteint son but. Mais qui est chargé de mentir pour Mahamat? Qui est chargé de blanchir Mahamat? C'est celui qui est pire que Mahamat. Car c'est un lâche de la pire espèce. C'est un homme sans... Il n'a même pas le courage de Mahamat. C'est désormais Masra Echek qui sort pour donner des versions avec Koulamala, des versions pour noyer le poisson. Mais à qui? Mais je mettrais ces gens-là au défi de faire croire. On prend 10 Tchadiens au hasard. Je dis bien 10 Tchadiens. On prend même des gens qui sont illettrés en français, qui ne savent pas écrire ni le français ni l'arabe. Au Tchad. On les met en sécurité. Et on leur demande, qui a tué Yaya Dilo? Je vous donne la probabilité que je vais gagner cette élection de sondage par pratiquement 100%. Même les membres de la famille Déby vont pointer Mahamat Kaka. Parce que Mahamat Kaka a pris l'habitude de tuer ses propres frères. Au passage d'ailleurs, le général Saleh Déby, qui avait adhéré au parti sans frontières de Yaya Dilo, son frère l'a kidnappé. Il a été kidnappé et à tout moment vous pouvez apprendre qu'il a été liquidé. Donc, il est aussi important de rappeler que c'est dans les mêmes circonstances que Idriss Déby a trouvé la mort. Mais pourquoi Idriss Déby est-il mort? Il faut que vous compreniez qu'Idriss Déby est mort à la suite de querelles avec des généraux de sa propre famille qui lui en voulaient pour son excès de criminalité. Les gens se disent quand même que quand tu es le président, au moins tu protèges ta famille. Même si tu es mauvais. Mais tu es mauvais avec les gens qui ne sont pas de ta famille. Mais comment tu peux être président et puis tu tues dans la famille? C'est-à-dire tu tues ceux qui sont prêts à mourir pour toi. Astaghfirullah. La querelle qui a emporté Idriss Déby est une querelle familiale. Il était avec ses généraux, ses propres cousins, ses propres oncles, ses propres neveux. Parce que le Tchad, c'est un pays incroyable. Ils ont au moins 2000 généraux. C'est du jamais vu. Un pays avec 2000 généraux. Un seul pays. Et ils sont pratiquement tous de la même ethnie. Et ils sont tous cousins d'une manière ou d'une autre. Donc, Idriss Déby se retrouve dans une querelle familiale avec certains de ses cousins qui lui reprochent le fait de toujours régler à coups de canon, à coups de revolver le moindre problème. Et Déby en abat et il est abattu. Idriss Déby a été tué pendant qu'il tuait. Voilà la vérité. Même le jour où il a été tué, il venait de tuer.
Parce que lui, quand il était fâché contre quelqu'un, qui lui disait quelque chose qui ne lui plaît pas, il sortait son revolver et il abattait la personne. Là, malheureusement, avec ses propres cousins, ses propres neveux, il a sorti son revolver, il a tiré sur quelqu'un, on a tiré sur lui. Et carnage. Il y a eu carnage entre eux. C'était un carnage familial. C'est un carnage familial. Ils se sont entretués. Et l'un des sujets qui nous parvient de la querelle qui a emporté Déby, mais c'est aussi les conditions d'assassinat de la maman de Dilo. Parce que la maman de Dilo, c'est la tante de Déby. Certains enfants de la famille Déby ont grandi dans la maison de Dilo. La maman Dilo qui a été assassinée le 28 février 2021 est une maman de la famille Déby. Elle a élevé des enfants Déby chez elle. Ses enfants et les enfants de Déby, c'est la même famille. Donc quand les hommes de Déby, Idriss, viennent chercher son fils, elle sort pour parler comme une maman. Pour dire que, mais, Idriss que j'ai vu grandir, Idriss qui est un enfant à moi, Idriss que j'ai eu ici, on se connaît, on est du même sang. Le même sang Zarawa là, on est dedans, on est ensemble. On est du même clan. Comment Idriss peut vous envoyer tuer son frère? Et vous venez aussi. Alors que vous-même, vous êtes nos cousins. C'est là qu'elle a été abattue. Vous connaissez un peu le courage de nos mamans africaines face au danger, surtout que nos mamans africaines sont des mères poules. Elles préfèrent mourir pour leurs enfants. L'enfant qu'elle a porté 9 mois dans son ventre. L'enfant qu'elle a élevé. Vous venez le chercher comme ça. La dame est sortie, elle a été tuée. Elle croyait pouvoir impressionner les soldats grâce à son statut de femme âgée. Elle n'est pas sortie combattre. Elle a été tuée. Donc, l'une des choses qui ont été reprochées à Idriss Déby Père, c'est de verser trop de sang, tchadien en général, mais le sang même de son propre clan, le sang des siens. Il faut que l'Afrique comprenne ça. Déby est mort parce qu'il a exercé de la méchanceté de proximité. C'est-à-dire que c'est comme si je suis ici avec mes propres enfants et je m'amuse à en tuer quelques-uns devant les autres. Et il y en a un qui finit par péter le câble et il m'abat. Voilà comment Déby est mort. Voilà la vérité sur Déby. Vous comprenez? Et Idriss Déby était un homme tourmenté. Il a dit dans plusieurs vidéos, je ne parviens pas à dormir, je vois des morts, des morts, des morts. J'ai fait des cauchemars, je ne suis pas un homme heureux. Pourquoi? Parce que non seulement il a amené beaucoup de membres de sa famille dans la guerre, et ils sont morts dedans, mais lui-même, il a été, par peur, par panique, par méfiance, amené à tuer des membres de sa famille. Vous comprenez? Mais il faut que les Tchadiennes et les Tchadiens comprennent que ce sont des fous qui les gouvernent. Ce sont des psychopathes. Ce ne sont pas des êtres humains normalement structurés. Puisqu'ils s'entretuent entre eux. Les régimes dictatoriaux nous ont au moins habitués au fait que le dictateur a un cercle un peu sacré, quoi. C'est-à-dire que les gens qui le protègent, hein, ses enfants, sa femme ou ses femmes, vraiment tout ça là, ils protègent ça. Vraiment son noyau dur, là, vraiment il se protège entre eux. C'est exceptionnellement qu'il peut sacrifier quelqu'un dedans. Exceptionnellement. Et quand il le fait d'une manière tellement invisible, intouchable. Les dictateurs nous ont habitués au moins à ça. Mais au Tchad, c'est la dictature sauvage. Le type, il tue ses propres cousins et il pense que les gens vont lui sourire. Donc, Idriss Déby tue la maman. Le 28 février, il n'a pas survécu 2 mois. Le 28 février 2021, Idriss Déby tue la maman Dilo. Le 18 avril 2021, il est donné mort. Il la tue sauvagement, il est tué sauvagement. Oui ou non? Voilà pourquoi j'ai écrit aujourd'hui que la maman Dilo a amené Idriss Déby dans sa tombe. Parce que les criminels ne savent pas qu'il y a des gens qu'il ne faut pas tuer. Parce qu'il y a des gens que tu peux tuer et dans le plan de Dieu, à la limite, c'était prévu. Mais si Dieu ne t'a pas mis dans son plan et que toi, tu veux forcer la volonté de Dieu, bon, tu accélères l'entrée de ces gens-là au paradis. D'accord? Mais en attendant, toi, tu aggraves ton cas. Tu aggraves ton cas. Dans le cas d'espèce, Idriss Déby a tué beaucoup de gens, mais il semble clairement que la mort qui lui a porté la poisse, c'est l'assassinat de la maman Dilo. Parce que la vitesse à laquelle la mort l'a rattrapé, après avoir tué cette femme, m'a inspiré ce matin d'écrire ceci. 2 mois après avoir assassiné la maman Dilo, Idriss Déby a été passé par les armes.
Il a assassiné la maman Dilo le 28 février 2021. Vous avez écouté le témoignage de son fils. Très émouvant. Déby fils a envoyé ses hommes tuer Yaya Dilo le 28 février 2024. Ce qui nous permet de faire l'hypothèse que Déby a voulu se venger du fait qu'il sait que son papa a été abattu pour avoir abattu la maman de ce garçon. Il sait que son papa, entre autres, a été abattu parce que la famille a réglé des comptes à son père parce que son père avait tué la vieille, la tante. Donc, il abat le fils pour venger son père. Or, son père n'avait pas le droit de tuer la tante. Le sang de la tante crie sur la tête de Déby. Et pendant que son père a payé, puisque très rapidement il a été rattrapé et éliminé, Mahamat Kaka vient de contracter sa dette irréversible à lui en tuant Yaya Dilo. Et il a commis l'erreur même de le tuer le même jour. On dit qu'il a réquisitionné le corps de Yaya Dilo. Et nous savons que ces dictateurs réquisitionnent les corps de leurs victimes pour faire des rituels, ayant pour but de se protéger de la malchance qu'ils ont contractée en les tuant de cette façon. Mais, mon expérience en regardant la trame des événements me permet de dire que l'assassinat de Yaya Dilo est un acte suicidaire de Mahamat Kaka Déby et de Succès Masra. Je recommence une deuxième fois. L'assassinat de Yaya Dilo le 28 février 2024 est un acte suicidaire posé par Mahamat Kaka Déby et Succès Masra. Les deux se sont spirituellement donné la mort en assassinant Yaya Dilo. Comme Idriss Déby s'était spirituellement donné la mort en assassinant la maman de Yaya Dilo. Une maman dont vous avez tété la mamelle. Une maman qui a cuisiné, vous avez mangé. Une maman qui est allée chercher de l'eau, vous avez bu. Une maman qui vous a lavé. Une maman qui vous a soigné. Une maman qui a bordé votre lit pour que vous dormiez. Une maman qui vous a réveillé le matin pour aller à l'école. Quand tu la tues, tu t'es tué. Écrivez ça. Quand en plus tu te lèves et tu vas tuer l'enfant de cette mère, celui pour qui elle est morte, désormais tu as deux entités démoniaques puissantes qui vont s'occuper de toi. La colère du karma de la mère, qui n'a pas fini de se venger, va s'ajouter à la colère karmique du fils. Et ça va faire boomerang. Donc, sans risque de me tromper sur le plan de l'analyse symbolique et spirituelle, je peux dire que les prochains mois seront terribles au Tchad. Je le dis une deuxième fois. Les prochains mois, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois seront terribles au Tchad. L'épisode de 2021 arrive. Ça tombe bien. Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire en mai 2024? Ils veulent organiser une élection soi-disant présidentielle. À cette élection, il y a combien de candidats? Un seul. À cette élection, soi-disant du 6 mai 2024, il y a combien de candidats? Il n'y en a qu'un seul. Quel est le résultat? Mais 100% pour Kaka. Kaka et Masra sont d'accord pour proclamer Kaka vainqueur à 100%. Donc il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection. Il y a braquage confirmé du peuple tchadien par le duo d'escrocs politiques, Déby et Masra. Par conséquent, le Tchad va s'enfoncer dans la crise. Parce que Yaya Dilo, Djerou Béti se positionnait comme l'opposant qui battrait le 6 mai 2024 dans les urnes Mahamat Kaka et Masra échec. Yaya Dilo allait battre Masra dans les urnes et il allait battre Kaka. D'ailleurs, Masra ne sera pas candidat puisqu'il soutient la candidature de Kaka dont il a déjà soutenu la constitution chiffon. Masra et Kaka font un ticket et Dilo devait battre Masra en association, soit avec sûrement un Tchadien ou une Tchadienne du Sud, soit avec Abakar, son homme de main. Ils ont décidé de les assassiner parce qu'ils veulent s'assurer de gagner
l'élection présidentielle sur tapis vert, c'est-à-dire par trucage, par fraude et par proclamation ubuesque. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, dans l'histoire du Tchad, quelles sont les périodes qui ont été comme celle-là? La fin des années 70 au Tchad, elle a été extrêmement turbulente. Ça a été terrible. La période qui va de la mort du président Ngarta Tombalbaye à l'arrivée d'Hissène Habré à N'Djamena en 1982. Ça a été une période terrible. On entre dans une période pareille. Il va y avoir 5 années de turbulence terribles pour notre peuple au Tchad. Et ça va commencer dans les prochaines semaines. La deuxième chose que je veux souligner, c'est que l'homme qui m'a fait lire le livre Autogol de Masra Échec, dit Masra Succès, celui qui m'a fait lire ce livre s'appelle Mahamat Kaka Déby. C'est lui qui m'a donné, dans une interview que j'ai regardée, la première description. La première description est bien de la perfidie de Masra. Il a dit que Masra était quelqu'un qui est prêt à travailler avec Dieu et le diable en même temps. Ça, c'est la description que Mahamat Kaka fait de Masra. Et lui, Mahamat Kaka, dit que la différence entre Masra et lui, c'est que lui, Kaka, il travaille avec le diable et il assume. Il est diable tout le temps. Mais Masra, c'est quelqu'un qui veut donner l'impression d'être un ange, alors qu'il est un diable. Au point que Kaka se permet, dans cette intervention, dans cette intervention, nos amis côté excusez-moi, hop. Excusez-moi, hop. J'essaie d'aider nos amis. J'essaie d'aider nos amis côté TikTok. Voilà. Nos amis côté TikTok, on a été l'objet d'une attaque de logiciel. Continuez à partager. Vous êtes plus de 1000 personnes. Je suis en train de vous décrypter la psychologie ténébreuse de l'élite corrompue qui tient le peuple tchadien en otage. Je vous expliquais le cas Masra, expliqué par Kaka. Kaka dit que Masra est un démon, mais qui aime jouer à l'ange. Et Kaka lui-même se décrit comme un démon. Tous ceux qui ont rencontré Mahamat Kaka et qui ont eu des conversations privées avec lui savent que Mahamat Kaka ne parle qu'en termes d'armes et de nombre de soldats. Quand vous lui parlez d'un homme politique, il pose toujours la question de savoir il a combien de soldats avec lui. Ils ont combien d'armes? Ils ont combien de bataillons? Ils ont combien de régiments? Ils ont combien de chars de guerre? Est-ce qu'ils possèdent des missiles anti-chars? Mahamat Kaka, son seul sujet de prédilection sont les armes. Même si tu viens le voir en lui disant « Ah, Mahamat Kaka, viens, on va jouer un peu au jeu de dames. » Quand il va commencer le jeu de dames avec toi, il va dire « Est-ce que tu connais quelqu'un qui possède beaucoup d'hélicoptères de combat qu'il peut me vendre ?» Mais tu lui dis « Non, mais attends, je suis en train de te mettre un chapeau là. » Il dit « Non, jouons, mais il faut me parler, je vais des contacts. » C'est son sujet de prédilection. Parfois, il se réveille la nuit comme ça en sueur. J'ai l'impression, il faut que je dote encore les bataillons de Mundou. Ce n'est pas suffisant ce que j'ai mis là-bas. Il passe son temps à acheter des armes. C'est-à-dire que moi, mon point faible en matière d'achat, c'est les livres. Je ne peux pas être au courant qu'il y a un bon livre quelque part sans chercher à l'acheter. Et donc, j'ai toujours 10, 20 livres à lire, 30 livres à lire dans cette maison. Toujours, j'ai toujours de l'avance. Et plus j'ai de livres à lire, plus je me dis que en fait, j'ai de l'avenir. Parce qu'il y a tellement de bonnes choses à apprendre que quand je reviens chez moi, dans ce bureau, je suis content. Je suis content parce que j'ai des choses à découvrir. Je suis littéralement alimenté comme un enfant qui reçoit des jouets toute l'année. Les enfants, c'est Noël. Moi, c'est des bons livres. Kaka, lui, ses jouets, ce sont les armes. Il faut que vous compreniez la mentalité de Kaka. Tout ce qui l'intéresse sont les armes. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'on peut tout obtenir par la violence. On peut avoir des femmes par les armes. Vous savez qu'au Tchad, ils ont pris l'habitude maintenant de doter les femmes avec des mitraillettes. Oui, tu veux la fille de quelqu'un, tu viens avec 3 mitraillettes, tu lui donnes, il te donne la fille. Il y en a qui dotent les femmes avec des balles de Kalash. Je ne suis pas en train de mentir, hein. Mes frères et sœurs tchadiens sont là. Les armes sont de la monnaie. C'est la civilisation qu'ils ont imposée au peuple tchadien.
On peut acheter du riz avec des armes. Tu donnes une arme, on te donne un sac de riz. Les armes sont une monnaie, c'est-à-dire il y a le franc CFA, le dollar peut-être aussi à côté, et il y a les armes. Les armes sont une monnaie d'échange. Tu donnes à quelqu'un des armes, il te donne une femme. Oui. Et voilà pourquoi ils ont installé l'habitude de résoudre tous les problèmes à coups de fusil. Tu n'es pas d'accord avec lui, bon, il dit, bon, il faut que je trouve une occasion de le tuer. Mais tu dis non, mais il faut argumenter. Argumenter. Ne viens pas chercher une fille chez nous en te vantant d'avoir beaucoup d'armes. Il y a des gens, quand ils veulent bluffer pour avoir une fille, ils racontent comment dans sa famille ils ont beaucoup d'armes. Oui, c'est des faits. Je vois des gens qui disent tu mens. Heureusement que d'autres disent c'est vrai. Et que d'autres l'ont vécu. Et que moi j'ai des témoignages. Le vécu. Mahamat est dans la civilisation des armes. Il pense aux armes le matin, à midi, le soir et à minuit. Il rêve des armes, c'est tout. Or, Masra, c'est quelqu'un qui, d'un côté, aime se présenter comme un pasteur. Il a un côté prédicateur, alors que de l'autre côté, c'est un truand. Et c'est quelqu'un qui est capable de faire toutes les truanderies que Kaka fait. Mais il les habille toujours d'un discours mielleux, comme ces fameuses condoléances. Les victimes des événements malheureux. Vous voyez, Masra, il a une voix grenouillante parce que c'est un esprit crapaud. Il a du crapaud en lui, c'est un faux type. Oui, Masra, c'est un faux type. C'est pour ça que sa voix recoule. Masra, sa voix est bloquée dans sa gorge. Il ne parle pas avec ses tripes. Parce que c'est un faux type. Kaka, lui, sa voix, elle nasille, comme son père. Oui, vous allez remarquer, les faux types ont toujours des fausses voix. Masra, c'est dans la gorge. Nous avons décidé. Il n'est pas vrai, c'est un faux type. Mais c'est Kaka qui nous dit que Masra est un faux type. Vous voyez comment l'hôpital se fout de la charité? C'est-à-dire un mauvais type qui pointe un faux type. Oui, Kaka s'est permis de critiquer Masra en disant si vous voulez savoir que c'est un faux type, lisez son livre, vous allez voir que c'est un faux type. Alors, grâce à cela, je sais que ça va mal finir entre eux. Et que Kaka sait que Masra croit que les querelles intestines des Arawa, et en particulier les querelles intestines des Déby, vont affaiblir Mahamat. Et à un moment donné, lui-même va être éliminé. Et lui, Masra, va s'installer. Ça, dans la tête de Masra, c'est ça le schéma. Il croit que les querelles intestines des Arawa, et des Goran, bref, des nordistes, vont tellement affaiblir Mahamat qu'à un moment donné, il va tomber. Et lui, les maîtres néocolons français et américains vont juste le porter pour le faire asseoir. Puisque Mahamat est tombé, c'est toi. C'est pour ça qu'il est là. Et vous voyez cet individu de Masra, il est tellement filou. Il savait qu'on allait tuer Dilo. Il a organisé un voyage inutile aux États-Unis, soi-disant pour aller chercher l'argent. Afrique, Tchad, on souffre. Il savait, puisque son comparse, Kaka et lui se sont entendus pour éliminer Dilo, pour faire semblant de ne pas être au courant, il dit qu'il est allé chercher de l'argent, des financements pour le Tchad, des financements de la Banque mondiale. Alors on va utiliser ça. Bon, je suis allé chercher des financements de la Banque mondiale, et des financements du FMI. Je suis allé chercher les financements. Il a grenouillé un truc con là, en sachant bien qu'on va rester tuer Dilo et Abakar. Il a fait exprès, hein. Et puis de loin là-bas, il écrit des communications en prenant les Tchadiens pour des couillons. Alors que tout le monde sait, dès les premières lignes qu'il a écrites, qu'il a soutenu l'assassin. Et que dès lors qu'il a soutenu l'assassin, il n'a plus rien à dire. Donc en fait, Masra, que vous voyez, croit qu'il va avoir Kaka. Or, Kaka a commencé par nettoyer dans son propre camp. Kaka, lui, il fonctionne en militaire pour te sécuriser. Tu sécurises d'abord à l'intérieur de ta famille. Quand tu as fini, tu sors de ta barrière de ta famille et tu sécurises N'Djamena. Quand tu as fini N'Djamena, tu sors dans un deuxième cercle, tu sécurises les Cides. Quand tu as fini de sécuriser les Cides, tu remontes dans le nord, tu mates les rébellions. Et puis tu continues à renforcer tes unités et à nommer des généraux qui t'obéissent au quart des tours. C'est ce que Kaka raconte au premier venu.
Si tu lui parles d'un opposant, ah, monsieur le président, il y a un opposant qui vous critique. Il a combien de divisions? Mais il faut le laisser. Le moment venu, je vais l'écraser. Le verbe favori de Kaka dans sa bouche, c'est écraser. Je vais l'écraser. Et il l'a dit à tout le monde. Même à Masra, il a eu à lui dire, je vais t'écraser. Je vais t'écraser ici un matin. C'est que ça, il faut faire attention avec moi. Moi, je ne m'amuse pas avec les pouvoirs. S'il y a quelque chose que mon papa m'a appris, en 30 ans de pouvoir, c'est qu'il ne faut pas jouer avec les pouvoirs. Il est en train de massacrer ses cousins, de massacrer ses neveux, pour instaurer sa terreur absolue à lui, à l'intérieur du clan des Déby. Quand il va sortir de là, astaghfirullah, il va massacrer au nord, massacrer dans les Goran, massacrer au sud, massacrer à l'est, massacrer à l'ouest. Il va renouveler ses espions dans la diaspora pour massacrer en diaspora parce qu'il croit que c'est comme ça qu'il va se garantir au moins 30 ans de règne tranquille. Vous avez compris? Donc, Masra que vous voyez croit qu'il va massacrer Kaka. Alors que Kaka a prévu de massacrer Masra. Je recommence. Et j'en profite pour donner à Masra un conseil. Il faut qu'il laisse Kaka. Il est encore possible pour lui, Masra, de laisser Kaka dans cette affaire. On n'est pas obligé d'exercer le pouvoir dans toutes les conditions. Jeune frère Masra, échec. Il est encore temps de démissionner de cette affaire. Tu as reçu une formation à l'école pour faire quelque chose dans la finance, dans l'administration des finances, etc. Tu peux te consacrer à ça. Il est temps d'enlever ton nom dans les affaires de Kaka. Parce que tu fais partie de ce que Kaka va allonger en N'Djamena. Si tu as loupé Kaka, Kaka ne va pas te louper. Et Kaka sait que tu le calcules. Il voit tes phrases que tu fais. Oh, mes tristes condoléances à la famille Dilo. Kaka lui va dire condoléances à qui? Mais je l'ai écrasé, c'est terminé. Il croyait qu'il était fort. Je l'ai écrasé, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il raconte, la Masra? Il veut flatter tout le monde, quoi. Lui, il pense qu'il va s'en sortir comme ça. Mais il est malade, lui. De toutes les façons, je finis d'abord avec les Déby. Je vais finir avec tous les clans alliés de la famille. Quand je vais finir de mettre de l'ordre, mais Masra, il va voir. Oui! Il utilise Masra là pour le moment. Il le salit. Il le met dans tous les dossiers salés. Masra se salit. Masra se baigne dans la boue. Il se baigne dans la boue. Quand Masra aura fini de servir, Kaka l'enlève du gouvernement. Et comme Masra, c'était un rouspéteur et c'était un individu insatiable, Masra fait « Kaka l'écrase ». C'est ça qui est prévu. Hein? Donc, dites à Masra qu'il ne peut pas s'en sortir avec ce monstre. Parce que ce monstre-là l'a déjà calculé et c'est le jour où il va l'écraser. Alors, si lui, Masra, prétend être tellement malin pour pouvoir jouer à l'idiot et tromper Kaka, qui rentre en N'Djamena, et qu'il assume, comme il a commencé, l'assassinat de Djilo. La malédiction qui vient de la maman Djilo, et qui a frappé Idriss, et qui va frapper Mahamat, c'est ça qui va frapper Masra. Si Masra ne sort pas de cette histoire rapidement, si Masra était quelqu'un qui était digne, la première chose qu'il ferait, après avoir appris que les forces armées nationales sont allées massacrer un président de parti politique avec sa famille, la première chose que Masra aurait faite, c'est de démissionner. C'est de démissionner. Ce que Masra avait à faire, immédiatement, dès qu'il a appris qu'on a tué Abakar, qu'on est allé tuer Yaya Dilo, quand il a appris que c'est l'Agence nationale de sécurité, l'ANS, qui est allé le faire, Masra devait déposer sa démission. Il devait dire, les conditions pour continuer cette collaboration ne sont pas possibles. Je ne veux pas porter la responsabilité des assassinats d'opposants politiques. Mais Masra, c'est un homme sans culotte, c'est un homme sans dignité, c'est un homme sans cœur. C'est l'homme des lumières claires et obscures. Et c'est ce que Kaka nous a dit. Il dit, lisez son livre, Tchad, lumières claires et obscures. Vous allez comprendre que le matin, il peut aller avec un ange, avec le bon Dieu, et puis le soir, il va avec les diables et avec Satan, avec les démons. Ok? Mais lui, Kaka, il assume que lui, il est seulement démon. Et il t'attend. Tu as livré le résistant principal de l'opposition tchadienne à Kaka. Mais tu t'es livré.
Parce que Kaka a prévu de ne pas commettre les erreurs de son père. Il ne veut même pas laisser exister une opposition symbolique à N'Djamena. C'est le retour du parti complètement centralisé et unique. C'est ça son MPS. Et vous allez voir. Je conclus mon propos ce soir en disant que les forces politiques tchadiennes ont bien compris que la seule voie de libération du Tchad, c'est la voie révolutionnaire populaire. Elle passe par l'éducation citoyenne, elle passe par la transcendance, le dépassement de l'appartenance aux tribus et aux ethnies. Elle passe par l'ancrage dans la résistance panafricaniste intercontinentale, la résistance panafricaniste mondiale. L'espoir du Tchad est de ce côté. Mais il faut bien tirer une leçon, c'est qu'on ne peut pas confier la sécurité du leadership révolutionnaire, on ne peut pas confier la sécurité du leadership révolutionnaire à Mahamat Kaka-Deby. Le leadership révolutionnaire tchadien ne peut pas se mettre dans le dispositif sécurisé par Mahamat. Cela s'appelle se suicider. Et c'est à ce suicide que ça donne actuellement le fameux échec Masra. Il est dans le dispositif sécuritaire de Mahamat. Et Mahamat sait quel jour il écrase. Et quand il sera écrasé, personne du peuple tchadien ne le pleurera. On pleure Dilo, parce que Dilo est resté ferme dans son attachement et dans son amour à son peuple. On ne pleurera pas Masra. On ne pleurera pas Kaka, parce qu'on sait que ce sont des individus cyniques, sans pitié. Des individus éhontés. D'accord? Il était important que vous le sachiez. L'espoir du Tchad est que le leadership révolutionnaire non seulement soit hors d'atteinte de Mahamat Kaka-Deby et de son homme de main, Masra, mais que cette révolution s'ancre davantage dans les forces d'avenir qui se développent dans le Tchad et autour du Tchad. C'est un travail à mener, mais c'est le seul travail qu'il y a à faire. Offrir une nouvelle élite révolutionnaire au Tchad et libérer le Tchad de ces monstres, libérer le Tchad de ces barbares. J'avais commencé cette émission par des pensées très positives pour notre frère bien-aimé. Eh bien, Yaya Djilo Djero Bechi, je voudrais toujours finir par cela. Yaya Djilo Djero Bechi, mon frère bien-aimé, grand combattant du peuple tchadien. Tu as vécu la vie digne que tu voulais. Tu as vécu pour les valeurs que tu estimais absolues et nécessaires. Tu as vécu en essayant d'apporter à ton peuple et à ton époque le meilleur de toi-même. Tu as accompli tes devoirs d'homme. Sache que nous qui te survivons sur la terre des hommes et sur la terre d'Afrique, te considérons comme un modèle que nous avons à enseigner et transmettre à ceux qui, aujourd'hui et demain, font et feront l'Afrique. Nous sommes fiers de toi. Nous avons mal au cœur au regard de la manière déshumanisante dans laquelle tu as quitté cette vie. Mais nous sommes fiers de toi parce que tu as montré que l'amour est plus fort que la mort. Tu as montré que les valeurs spirituelles de la vie, eh bien, sont plus importantes que les plaisirs immédiats et éphémères d'un corps qui, de toutes les façons, est voué à mourir un jour. Sache que ceux qui écouteront cette émission qui t'est dédiée, mon frère Yaya Djilo Djero Bechi, devront en ressortir avec un sentiment d'admiration, pas seulement de tristesse. Un sentiment de reconnaissance, pas seulement un sentiment de souffrance. Un sentiment d'espérance, pas du tout un sentiment de désespoir. Le fait que des hommes comme toi existent en Afrique est la preuve que l'Afrique a de l'avenir. Nous comptons poursuivre là où tu t'es arrêté. Nous savons que tu vas être admis parmi les ancêtres angélisés. Nous savons qu'aux côtés de ta mère, qui t'a beaucoup aimé, qui t'a tant aimé, qu'elle s'est offerte en sacrifice 3 ans avant qu'on t'élimine, tu feras partie des anges gardiens de la lutte du peuple tchadien et que tu intercéderas auprès de nos ancêtres angélisés et plus haut du tout-puissant suprême être créateur pour que nous ayons l'énergie, la sagesse, la ruse, la force nécessaire pour accomplir la vocation spirituelle de l'homme et de la femme africaine. Yaya Djilo Djero Bechi commence maintenant
le grand voyage. Sache que nous sommes dans la douleur de te voir partir comme cela avec tes compagnons, dans le mépris de la violence. Mais sache que nous voulons garder de toi l'image de quelqu'un qui nous a donné plaisir en la vie. L'image de quelqu'un qui nous a donné plaisir. L'image de quelqu'un qui nous a montré ce que la dignité veut dire. L'image de quelqu'un qui a vécu sa vie conformément à ses valeurs et qui est la preuve que les Africains peuvent être indomptables. Bon voyage, camarade Yaya Djilo Djerou Béthié, président du Parti Socialiste Sans Frontières du Tchad. Bon voyage, bonne métamorphose, bon courage dans ce voyage. Les Tchadiennes et les Tchadiens vivants continueront ta mission. Et tu figureras dans les manuels scolaires, les livres d'histoire, les avenues et les boulevards de ton pays natal. Et tu seras dans le cœur de tous les Africains qui ont de la mémoire. Vas-y, grand Yaya Djilo Djerou Béthié. Va. Vas-y. Le sort de Mahamat Kaka, Déby et de son acolyte Masra Ishek, leur sort est connu. Marie-Mariam Djenga transmet mes condoléances au peuple africain du Tchad. À tous mes amis, à toutes mes amis tchadiens, au peuple tchadien du Tibeski, Borkou et Nedi, jusqu'à Bongor, chez mon maître, Adoum Baïso. Mes condoléances et mon espérance au peuple tchadien. Mon amitié et mon amour à ma patrie africaine du Tchad. De tout cœur avec chacune et chacun d'entre vous, dans ces moments de souffrance profonde. Mais jamais le désespoir ne doit triompher. Jamais le désespoir ne doit triompher. Jamais le désespoir ne doit triompher. Ce qui va triompher, c'est la foi, la charité et l'espérance. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. C'est pour cela qu'il s'est battu. Yaya Djilo Djerou Béthié. 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 Nemouman Yelongue, comme ça. Oh, Nemano, Neman Yelongue, Nemouman Yelongue, Hula Chado, mama. Hula Chado, mama. Hula Chado, papa. Hula Djilo, mama. Hula Djilo, mama. Yaya Djilo Djerou Béthié. Neman Yelongue, Nemumano. Oh, pleure, pleure, oh mon Afrique bien-aimée. Cry, oh my beloved Africa. Tes fils sacrifiés.
Soyons unis en vibration et en prière pour tous les héros de l'Afrique. Accompagnons Yaya Dilo, Djerou Béthié. Ata mabege jojo atara Yehova nyambe ukoli nilipe melobi sugo yeye anyambe yoli bemjo melobi sugo inyudilo anyambe yoli bemjo oh mabege jojo anwet ukoli nilipe melobi sugo yeye ayaya yoli bemjo ayaya yoli bemjo oh yaya dilo Djerou Béthié manchat yeye ayaya yoli bemjo Aya, ma bege jojo. Ayaya, koli nilipe. Melobi subo, ye. Ayaya, yoli pemjo. Ayaya dilo, yoli pemjo. Ye ma bege jojo. Bege yaya dilo. Ayeke, yong ye momon anyambe, yong yaya manke dilo. Ayaya, kener longe, yaya dilo, kener longe manke, melobi subo ye anyambe, yong ni yaya. Melobi subo ye anyambe yondi yaya. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à celles et ceux qui accompagneront la famille de notre frère Yaya Dilo, Djerou Béthié et tous les compagnons assassinés par Mahamat Kakadebi et son acolyte Masra Ishek. Que la terre du Tchad soit bénie. Que le peuple africain du Tchad soit béni. Que les Africains en lutte soient bénis. Que le désespoir ne triomphe nulle part. Que la lutte continue. Car nous avons la force du nombre et la force de la conscience. Nous avons le droit de réaliser pour notre peuple une civilisation de dignité. Nous n'allons pas plier le genou devant les brigands, les monstres, les voyous et les démons. Nous n'adorerons pas le veau d'or. Il n'y a de Dieu que Dieu. Nous parlerons plus tard, dans la fin de semaine, du nouveau scandale que nous a révélé aujourd'hui notre frère Kémy Séba, à savoir la procédure incongrue et discriminatoire intentée par l'administration française contre lui, né en France, de parents citoyens français, d'origine béninoise. C'est un précédent très grave qui pourrait avoir des conséquences terribles. Mais j'ai appelé lors de cette émission toutes les Africaines et tous les Africains à être solidaires. Dès que j'ai appris cette information, j'ai publié sur toutes mes pages sur les réseaux sociaux un message de soutien ferme à mon jeune frère Kémy Séba. Parce que par le passé, les Africains se sont souvent plutôt illustrés par leur lâcheté. Quand il y en a un qui est attaqué, les autres rasent les murs parce que on se dit, si on parle, ah, moi aussi je vais avoir des problèmes. Non, tu vas avoir des problèmes même si tu ne parles pas. Donc il vaut mieux que tu parles. Même si tu ne parles pas, toi qui ne vas rien dire,
pour ce qui est en train d'arriver à Kémy. Les problèmes vont t'arriver, ils vont arriver à tes enfants, à ta famille. Vous avez compris? Donc, je vous invite à avoir maintenant le sens de l'anticipation. C'est toute la communauté africaine, française, qui est attaquée à travers Kémy Séba. C'est toute l'Afrique qui est attaquée à travers n'importe lequel d'entre nous qui est ciblé en raison de ses origines. C'est toute la communauté africaine mondiale qui est attaquée chaque fois que l'un d'entre nous est ciblé en raison de ses origines. Je vous appelle à agir. Je vous appelle à agir courageusement pour la justice. À ne pas plier le genou devant l'injustice. Nous devons tous dénoncer les assassins de Dilo et de ses compagnons. Nous devons tous les dénoncer, sans exclusive. Nous devons dénoncer la discrimination contre Kémy Séba. Alors, je vois des gens qui disent, mais il critique la France, qu'est-ce qu'il fait avec la nationalité française? Vous avez oublié quelque chose. C'est qu'il y a une différence entre la politique étrangère de la France et la citoyenneté française. La citoyenneté française est un droit. Vous comprenez? C'est un droit. Il peut s'acquérir. Et il ne doit éventuellement se perdre que dans les conditions prévues par le droit. Là, on a affaire à une tentative d'instrumentaliser politiquement le droit pour régler des comptes. D'accord? Ici, des Français de toutes les couleurs critiquent la politique étrangère de la France. Vous voyez par exemple tous les hommes politiques et les femmes politiques français qui ont critiqué les dernières déclarations du président Macron à propos de la guerre avec la Russie. À combien d'entre eux cela a-t-il valu un projet de déchéance de nationalité? 0 pointé. Donc on a affaire à une discrimination de type racial. On a affaire à une tentative de traiter les Africains de France, les Africains d'Europe et d'Amérique comme des sous-hommes. Et ça vient de la traite négrière. Ce réflexe face à l'Africain de biaiser avec la justice et de vouloir utiliser le rapport de force, c'est un réflexe qui est un réflexe négrier. Vous n'avez pas le droit d'être complice. Nous, les Africains, on n'a pas le droit d'être complice de ça. Quelqu'un vient avec un raisonnement ayant pour but de traiter un Africain devant moi comme un citoyen inférieur de France, moi, Niamsi ou Cameroun, je lui dis non. Alors, beaucoup disent, ah non, grand prof, ça ne sert à rien de chercher des problèmes. Je ne cherche pas de problème. Il ne faut pas traiter les Africains comme des sous-hommes, là où moi je suis. Tant que je serai sur la terre, quelqu'un traite un Africain comme un sous-homme, je lui dis non, je ne suis pas d'accord. Car je ne suis pas d'accord qu'on traite n'importe quel homme, même un blanc comme un sous-homme, je ne suis pas d'accord non plus. Mais je suis africain. Donc je dois défendre tous ceux qui sont exclus sur la base de leur appartenance, du fait de la nature et de l'histoire, à ma communauté socio-culturelle. C'est le premier devoir d'un homme. Défendre sa famille. Défendre sa communauté. Défendre sa terre. C'est le premier devoir d'un homme. Défendre ceux qui ont les mêmes valeurs que lui. Oui ou non? C'est comme ça qu'ils font, non? Quand vous vous attaquez à un juif, vous ne voyez pas comment toute la communauté juive mondiale réagit pour le défendre? Quand vous vous attaquez à, je ne sais pas, à un musulman chiite, vous ne voyez pas comment tous les chiites se mobilisent pour le défendre? Quand vous vous attaquez, je ne sais pas, à un membre du mouvement de la Renaissance qui est au pouvoir en France, vous ne voyez pas comment les autres sortent pour le défendre? Pourquoi quand ce sont les Africains qui sortent pour défendre les Africains, ça devient du communautarisme? Donc attention, ne rasons pas les murs. C'est maintenant qu'il faut montrer qu'on a compris que c'est parce que nous nous défendrons tous ensemble qu'on ne va pas marcher sur les pieds et la tête de qui que ce soit. Si nous ne nous défendons pas tous ensemble, ils vont nous manger crus les uns après les autres. Comme ils ont fait avec nos parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres, les déportés. Hein? Et donc il faut savoir à un moment donné, montrer qu'on a bien tiré toutes les leçons de l'histoire et qu'on sait qu'il faut lutter. Il ne faut pas accepter. Ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, on lutte. Parce que lutter, c'est la seule façon pour nous de pouvoir nous regarder dans la glace et de dire, mais nous sommes des êtres humains. J'aime cette phrase du président Babou. Quand nous passons, il faut qu'ils disent, voilà un homme. Voilà une femme qui passe. C'est tout.
On ne leur a même pas demandé à être leur patron. Nous sommes nos propres patrons. C'est fini. Donc, soutien à Kémy Séba. Et je lui ai écrit, je l'ai appelé. Dès ce soir, tous ceux qui ont la possibilité de lui écrire, de l'appeler et de publier des messages sur les réseaux sociaux en soutien à lui, il faut le faire. Ne faites pas ce qu'on appelle, comme on dit chez moi à Douala, le bep-bep. Il faut le soutenir clairement. Et l'argument est très simple. Nous protestons, une seule phrase, nous protestons contre la discrimination raciale que l'administration française met en œuvre contre Kémy Séba, car elle consiste à traiter les citoyens français d'origine africaine comme des sous-citoyens, qui n'ont pas les mêmes droits politiques que les blancs français. C'est ça l'argument. Nous protestons contre la discrimination administrative raciale engagée contre Kémy Séba, car cette discrimination nous atteint tous. Il s'agit de nous considérer comme des sous-hommes qui n'ont pas le droit à la même citoyenneté que les autres citoyens français ou européens. C'est une discrimination qui vise nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Et les Antillais, ils naissent citoyens français. Les Réunionnais naissent citoyens français. Si vous traitez de cette façon-là un citoyen français, né de parents français, d'origine béninoise, né en France, mais qu'en est-il des autres? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Quel est le message que vous envoyez à tous les enfants que nous avons mis au monde ici? Qu'ils sont moins citoyens que les autres. Mais s'ils sont moins citoyens que les autres, pourquoi vous avez détenu pendant 60 ans les réserves financières de l'Afrique? Pourquoi vous avez pillé pendant 600 ans l'Afrique? Si les Africains n'ont pas le droit de vivre également sur votre sol, pourquoi avoir pillé l'Afrique pendant 600 ans? Vous allez rembourser quand? Il faut qu'on se pose cette question, la péréquation. Sortons la balance des paiements. Ce que vous avez payé à l'Afrique, rendez. Et dites donc aux Africains les modalités de la séparation que vous voulez. Mais tant que vous devez quelque chose à l'Afrique, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas piétiner les Africains. Vous êtes endettés envers l'Afrique. Monsieur Chirac l'a rappelé plusieurs fois, vous appelez ça la haine. Quand c'est Chirac qui dit que quand nous avons de l'argent en France, il vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Qui va penser à enlever à Chirac sa nationalité française, lui le corésien? Qui va y penser? Et je vais voir des petits, comment on les appelle, les nègres de maison, hein, les nègres de salon qui vont sortir. Ah, la France, on l'aime ou on la quitte. Les Français qui sont en Afrique et qui font de l'argent avec Orange, avec Total, qui font de l'argent avec Orano, Areva, qui font de l'argent avec leurs banques. Ils ont montré quel amour pour l'Afrique pour faire cet argent-là. Qui a conditionné les richesses accumulées par les multinationales françaises en Afrique à l'amour de l'Afrique? Il y a quel code de l'amour de l'Afrique qui exigeait un homme d'affaires français pour se faire de l'argent comme Bouygues ou Bolloré, sans fond? Quel amour de l'Afrique? De quel Africain leur a demandé de l'amour? Donc, soyons fermes. Soyons fermes. Ne flanchons pas, ne faiblissons pas, ne rasons pas les murs. Nous avons des pages YouTube, Facebook, Twitter. Il faut dire non à la discrimination contre Kémy Séba. Et ne pensez pas que vous le faites pour Kémy Séba. Vous le faites pour vous-même. Vous le faites pour vos enfants. Parce que je connais le raisonnement de certains Africains. Ah non, vraiment, moi, je suis venu ici m'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas fabriquer des esclaves. Avec un tel raisonnement, tu es un fabricant d'esclaves. Et tu es même un marchand d'esclaves. Tu es venu ici donner tes enfants en esclavage. Si tu ne peux pas sortir là et parler. Parce que, hein, comment mon chef va me regarder alors si je dis que... Ton chef va te regarder comme une personne. Il va dire, ah oui, dis donc, les Africains, ils ont pris conscience. Ah oui, non, ton chef il va faire semblant, oh, mais dis donc, ne te mêle pas de ces histoires-là, c'est des extrémistes. Après, quand même, quand tu tournes le dos, ils restent entre eux, ils disent, mais dis donc, ils ont pris conscience, hein, ils ont changé, les Africains. Oula, ça va pas être pareil. Hein. Oula là là, c'est pas le même siècle. Oui, Chirac, lui, il avait vu ça, il a dit, les convulsions arrivent. Bon, je dis ça comme ça parce que j'ai vu beaucoup de commentaires et je vois une certaine fébrilité. Mais soyez calmes, Africains, soyez calmes et sereins. Nous avons raison, Kémy Séba a raison. Qu'est-ce qu'il a dit de faux? Il dit de dégager les armées d'occupation néocoloniale française d'Afrique, de dégager la monnaie franc CFA qui est une escroquerie.
C'est tout ce qu'il a dit. D'arrêter la répression culturelle contre les Africains. D'accord? Il a dit d'arrêter de soutenir les pires régimes africains, les dictatures. C'est ce qu'il a dit. Il n'a rien dit d'autre. Qu'est-ce qui est faux dedans? Qu'est-ce qui est faux? Dans ce que Kémy Séba reproche à la politique africaine de la France, trouvez ce qui est faux. Si c'est faux, argumentez contre. Comme vous faites quand on critique votre politique russe et qu'on est blanc. Il ne faut pas que les Africains rasent les murs. Ça me crève le cœur quand je lis les phrases hésitantes des Africains qui tournent. Vraiment. Il y en a même qui a posé la question. Mais est-ce que ça a une conséquence s'il lui enlève la nationalité? J'aimerais bien savoir. Est-ce que vous mesurez le fait que quand vous laissez une injustice se commettre contre l'un des vôtres, vous avez ouvert le chemin pour que ça vous atteigne? Ce que tu fais, te fait. L'injustice qui frappe le voisin, ça t'amuse. Ça vient chez toi. Donc, je ne dis même pas qu'il faille simplement ici faire preuve d'amour, mais de raison. La rationalité nous recommande de défendre. Les membres de la communauté africaine qui sont menacés en raison de leurs origines, c'est rationnel de le faire. Même si tu n'as pas de cœur, parce que certains n'ont pas de cœur, ils ont une calculette. Calcule bien, tu vas voir qu'il vaut mieux le défendre. Parce que quand ce sera ton tour, on te défendra. Quand ce sera le tour de tes enfants que tu vas laisser ici dans le monde, tu ne seras plus là, on les défendra. Parce que tu auras contribué à s'aimer une conscience des devoirs et des droits, des obligations réciproques. Bon, merci mes chers amis. C'est quand même une journée de deuil et d'espérance. Je m'arrête là. Je vais essayer de laisser mon esprit s'apaiser.